Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de mars. Un mois où j'ai lu à peu près le même nombre de livres que d'habitude, mais où j'ai lu beaucoup de collaborations rémunérées. Bien évidemment, je vous préciserai tout ça à l'écran au fur et à mesure de ma présentation de ces lectures. Et j'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter en me disant quels sont les livres qui vous tentent, si vous avez lu certains, ce que vous en avez pensé, etc. Et si vous faites partie des plus timides, eh bien n'hésitez pas à mettre aussi des piles de livres. Je serai ravie de voir que vous êtes passé par là. Je commence tout d'abord avec la new romance, et dans ce genre-là, j'ai lu The Graham Effect, qui est le premier tome de Campus Diaries de Elle Kennedy aux éditions Hugo New Romance. C'est ici l'histoire de Gigi Graham, la fille d'un des personnages que l'on a dans Off Campus, donc comme quoi toutes les sagas de cet univers sont liées. Et ici, on va suivre Gigi qui est passionnée de hockey féminin. Elle adore ça, c'est vraiment son sport de prédilection, mais surtout son objectif de vie. Voilà, elle aimerait vraiment devenir un jour championne olympique de hockey féminin, à défaut de pouvoir gagner d'autres titres tels que la Coupe Stanley ou des choses comme ça qui ne sont réservées qu'aux hommes. Et du coup, elle ne vit que pour ça, mais un peu dans l'ombre de son père, mine de rien, qui lui est une légende du hockey. Et malheureusement pour elle, elle a un petit peu de mal à trouver sa place sans avoir l'impression de juste profiter de la notoriété de son père dans ce sport. Et elle va rencontrer du coup Luke Ryder, qu'elle a déjà rencontré à un moment donné lorsqu'ils étaient plus jeunes en camp de hockey. Et en fait, cette fois-ci, eh bien ce qui se passe, c'est que l'université de Luke va fusionner avec celle de Briard Université, où est justement Gigi. Et en fait, Luke va devoir intégrer l'équipe de hockey de Briard, alors qu'à la base, les deux équipes qui fusionnent là, elles sont complètement concurrentes, donc ça va être très électrique. Mais surtout, eh bien, Luke et Gigi vont très vite se rapprocher l'un de l'autre, et lui va beaucoup aider Gigi dans sa progression du hockey. Sauf que là où Luke a déjà du mal à trouver sa place parce qu'il a été nommé comme co-capitaine, eh bien, en plus de ça, il s'avère qu'il est co-capitaine avec l'ex de Gigi qui voudrait la reconquérir. Autant dire que c'est un schmilblick pas possible. Mais clairement, j'ai trouvé ça super intéressant. Les personnages sont approfondis, la manière dont ils évoluent chacun, et surtout les messages que l'autrice passe à travers son histoire sont vraiment pertinents. Et j'avais trouvé déjà, en lisant Briard University, qu'il y avait des choses plus profondes que dans Off Campus. C'était plus centré autour du féminisme, autour du fait de s'accepter tel qu'on est, d'accepter ses choix de carrière, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'on va encore un cran au-dessus, un cran plus loin avec Campus Diaries, donc j'ai bien hâte de découvrir les tomes suivants pour voir si il s'avère que ce n'est le cas que dans ce premier tome ou si c'est aussi le cas dans les prochains. On verra bien, mais en tout cas, j'ai apprécié cette lecture. Elle existe d'ailleurs en livre audio si jamais cela vous intéresse. Ça sera peut-être l'occasion de pouvoir découvrir ce genre d'histoire, puisque je sais que souvent, vous aimez bien écouter des romances en livre audio, parce qu'il y a certaines personnes qui ont un peu de mal avec l'audio et qui trouvent que justement avec la romance, le fait que ce soit pas dans un univers inventé, elles arrivent beaucoup plus à se plonger dans l'histoire que si elles écoutent une fantasy. Peut-être ça dépend en fonction de ce que vous faites en écoutant. Moi perso, j'ai aucun souci de ce côté-là, je peux écouter une fantasy comme une romance, mais c'est vrai que je vais avoir plus tendance à pouvoir faire d'autres choses et à me concentrer sur d'autres choses quand j'écoute une romance, parce que forcément, disons-le clairement, il n'y a pas énormément de choses à saisir sur l'univers, quoi. Par contre, je tiens à le souligner, il s'agit ici d'un roman pour un public averti. Il y a des scènes explicites et c'est clairement pas un livre à mettre entre les mains de tout le monde. Et la deuxième romance que j'ai lue ce mois-ci, ça a été The Long Game de Helena Armas aux éditions J'ai lu. Je l'ai lu dans le cadre d'une collaboration rémunérée avec la maison d'édition. On est aussi ici sur une romance qui contient quelques scènes explicites, enfin surtout sur la fin, mais si vous avez déjà lu du Helena Armas, vous savez à quoi vous attendre. C'est explicite et très détaillé en général, mais à part ça, j'ai trouvé que l'histoire était super intéressante. Ici, on va suivre Adaline Reyes qui est chargée de la communication d'une équipe de football qui est somme toute gérée par son père, et en fait, il s'avère qu'elle a un gros différend avec une personne de l'entreprise qui va l'amener à s'en prendre à la mascotte de l'entreprise, mais en public. Et tout cela va être filmé, bien sûr, retranscrit sur les réseaux sociaux. Ça va faire la une des réseaux, vraiment un buzz qu'elle n'attendait pas et qu'elle n'aurait vraiment pas voulu avoir. Et elle va même être reprise en tant que mème, etc. Enfin, l'enfer, clairement, j'aurais pas aimé être à sa place. Et surtout, son père s'est dit que la meilleure solution pour faire taire un petit peu tout ça, c'est que Adaline prenne une petite pause dans son travail et parte à Greenock, donc en plein milieu de la Caroline du Nord, un petit endroit, un petit village hyper cosy, mais vraiment isolée du reste du monde, soyons honnêtes, pour gérer une équipe de foot là-bas. Et en fait, quand elle arrive sur place,
Des enchantements sur des enchantements. Elle qui a l'habitude du luxe, l'habitude de la ville et tout, déjà elle arrive en pleine campagne en talons aiguilles, autant dire que ce n'est pas pratique, voilà. Mais en plus de ça, eh bien en fait, c'est pas du tout ce qu'elle attendait. En fait, l'équipe qu'elle doit gérer à Greenhawk, c'est une équipe de gamines de 10 ans, c'est pas du tout ce qu'elle était prête à faire. Et en plus de ça, elle tombe sur Cameron Caldani, qui n'est pas seulement son voisin, mais aussi le coach de l'équipe de foot, et surtout qui voit d'un très mauvais œil la venue d'Adaline. Donc forcément, leur relation ne commence pas sur de très bonnes bases. Mais au fur et à mesure du temps qui passe, eh bien elle va s'attacher à cette petite ville, elle va comprendre les différents personnages qui y habitent, elle va aussi s'attacher à Cameron bien sûr et ils vont développer une relation, mais surtout, eh bien c'est une vraie leçon de vie, elle apprend beaucoup d'elle-même, elle va de l'avant et ça franchement c'est vraiment le point positif de ce roman, c'est qu'il y a vraiment ce côté leçon de vie, ce côté d'apprentissage, de remise en question de soi-même et c'est un énorme plus. Donc si jamais vous aimez la romance sportive, si jamais vous aimez la romance vraiment pleine d'humour, mais aussi le côté cosy et found family, clairement je ne peux que vous le recommander, je l'ai adoré, vraiment, je pense que ça se voit, j'en parle avec beaucoup de sourire, mais vraiment c'est une superbe découverte et je vous invite vivement à le lire. Il y aura un spin-off qui sortira prochainement sur ce livre-là, et d'ailleurs on a une petite ouverture sur ce spin-off sur la fin, et j'adore ça parce que ça donne tellement envie d'enchaîner les livres. On continue ensuite avec tout ce qui est imaginaire, et d'abord en fantasy, j'ai lu La Chute du Feu de Elise Kova aux éditions Big Bang, qui est du coup la suite de L'Éveil de l'air. C'est une histoire que j'ai adorée. Dans L'Éveil de l'air, j'avais été un petit peu frustrée de certaines petites choses, puisqu'ici on va suivre Vala, qui vit dans un univers où certains êtres sont dotés de magie, et lorsque c'est le cas, eh bien ils vont servir dans une guerre, mais ils ont aussi ce côté où ils sont un peu en retrait de la société, ils sont pas forcément inclus dans le reste de la société telle qu'elle est. Et en fait, Vala, elle commence l'histoire en étant simplement une bibliothécaire. Et un jour, quelqu'un arrive dans la bibliothèque complètement affolé, le prince est au bord de la mort, il faut absolument trouver le livre qui va lui permettre de trouver le bon remède. Et Vala va le dénicher, mais tout de suite. Et en fait, eh bien il s'avère que pour trouver ce livre-là, Vala a utilisé la magie de l'air sans même s'en rendre compte. Et le prince qui lui est doté de magie va se rendre compte qu'il y a des traces de magie sur ce livre et qu'elle a utilisé la magie, et il va rentrer en contact avec elle pour l'amener en fait à comprendre qu'elle a ce don de la magie de l'air, un don extrêmement rare, parce que s'il y a plusieurs êtres dotés de magie dans cet univers, eh bien en fait de ce côté du monde il n'y a pas d'être dotés de magie, ils ont tous été éliminés par le passé, et du coup elle est la seule à avoir ce don, qui est un don aussi qui fait finalement peur aussi à certaines personnes, et sa vie va complètement basculer à partir de là. Moi ce que j'attendais surtout dans le premier tome, c'était de découvrir l'apprentissage de la magie par Vala. Et c'est pas du tout ce que l'on a. On a le contexte, la mise en situation de l'histoire, on comprend les relations entre les différents personnages, il y a beaucoup de romances dans cet univers d'ailleurs, et surtout, eh bien, en fait, il y a un peu un genre de triangle amoureux qui se met en place dans le premier tome pour comprendre en fait aussi tous les enjeux et ce qu'elle laisse derrière elle finalement en devenant la Vala, marcheuse de l'air. Le truc, c'est qu'il se passe plein de choses qui l'amènent à devoir participer à la guerre. Vous vous en doutez, c'est le but de tous ces êtres dotés de magie, à chaque fois ils sont amenés à être recrutés pour participer à la guerre, et donc elle va devoir y participer, mais pour cela il faut absolument qu'elle apprenne à maîtriser son pouvoir. Et c'est tout ce que l'on trouve dans ce deuxième tome, avec des enjeux politiques beaucoup plus importants, beaucoup plus forts, sa relation avec le prince qui finalement est une relation interdite, et quels sont les enjeux qu'il y a derrière tout ça, et pourquoi c'est une relation interdite. Bref, on a beaucoup de réponses ici, on a beaucoup d'éléments qui aident à voir plus loin, à comprendre un petit peu plus toute cette histoire, les enjeux qu'il y a derrière, à comprendre mieux le personnage de Vala, tout ce qui est amené finalement avec l'apprentissage de ses pouvoirs, et c'est vraiment tout ce que j'attendais dans le premier tome, mais que je ne suis vraiment pas déçue d'avoir trouvé dans le deuxième du coup, et clairement ça donne très envie de découvrir la suite. Ensuite, j'ai lu La Forge des Secrets de Tricia Levenseller aux éditions Stardust. Alors je sais plus si je vous en ai parlé ou pas dans mon bilan de février, parce que je l'ai en grande partie lu en février, mais fini le 1er mars. Donc je ne sais plus si je vous en ai parlé en février, mais auquel cas, La Forge des Secrets, c'est l'histoire de Ziva, une orpheline qui vit avec sa sœur et qui est forgeronne, et en fait grâce à son travail de forgeronne et à l'aide de sa sœur,
eh bien elles peuvent vivre tranquillement toutes les deux dans leur petit village. Voilà, tout se passe pour le mieux et en plus de ça, eh bien elles ont régulièrement des commandes d'importance capitale pour l'armée et surtout Ziva, elle a cette capacité en fait de forger des armes qui vont être dotées de magie. Donc ce qu'elle forge est quand même plutôt exceptionnel et c'est pas quelque chose que l'on retrouve absolument partout. Donc elle a vraiment une reconnaissance à travers les différents royaumes et de nombreuses commandes qui viennent de l'étranger. Bon ok, ça l'arrange pas parce que Ziva en fait elle souffre d'anxiété, elle aime pas trop communiquer avec des personnes qu'elle ne connaît pas, etc. Mais pour autant sa sœur c'est tout le contraire d'elle. Elle est hyper solaire, elle est hyper sociable et du coup c'est elle en fait qui gère beaucoup plus le côté échange commercial directement avec les clients et Ziva reste un petit peu plus cachée dans sa forge pour créer les armes. Ça marche très bien, c'est un duo parfait pour elle et clairement ça pourrait fonctionner comme ça pendant des années, mais il s'avère qu'il y a une seigneuresse de la guerre qui va prendre connaissance du travail de Ziva, qui va être informée de celui-ci et surtout qui va venir la voir pour passer une commande qui au départ lui semble tout à fait correcte par rapport à ce qu'elle peut avoir l'habitude de faire et en fait elle va créer cette arme et lui insuffler de la magie. Sauf que à ce moment-là, eh bien la magie qu'elle insuffle à cette arme est au-delà de ce qu'elle pensait et l'arme est surpuissante, vraiment une arme qu'elle n'a jamais créée comme ça. Et le problème c'est que cette épée a la capacité de lire les pensées de ses victimes et pas seulement mais plein d'autres choses et en fait eh bien elle va très vite se rendre compte que la seigneuresse qui l'a commandée a des intentions qui sont pas très louables, voilà. Et elle souhaite clairement assouvir son peuple et conquérir les différents royaumes pour réunifier les royaumes qui avaient été divisés lors d'un partage d'héritage. Voilà. Autant dire que Ziva va prendre peur, elle va fuir pas seulement avec sa sœur mais aussi avec deux autres personnes qu'elle va apprendre à connaître en chemin. Donc il y a toute cette trope de Found Family qui se crée dans une course-poursuite, dans une fuite vraiment où on a des personnages qui se déplacent de ville en ville constamment pour essayer d'échapper à cette personne, donc cette seigneuresse qui vraiment les recherche coûte que coûte, parce que au-delà d'avoir cette arme d'entre ses mains, en fait ce qu'elle veut aussi c'est d'avoir Ziva à son service et qu'elle puisse continuer à créer des armes du même type, ce qui est clairement pas du tout ce que Ziva souhaite. Et en fait eh bien j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai adoré cette lecture, d'ailleurs je vous en avais parlé dans tout un vlog lecture que je vous remets ici si jamais vous le souhaitez pour découvrir mon avis au fur et à mesure de ma découverte de ce roman. Mais vraiment j'ai adoré, c'était hyper prenant, très haletant. On a clairement le rythme de la fuite qui est retranscrit à travers la manière dont le texte est écrit et qui nous prend complètement au jeu. Mais surtout au fur et à mesure de cette fuite, au fur et à mesure des différents... Mais surtout au fur et à mesure de cette fuite, au fur et à mesure que voilà, il se réfugie dans différents villages, etc. On va apprendre beaucoup plus de choses sur l'univers, sur tout ce qu'il y a aussi derrière, la magie que certaines personnes peuvent avoir, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a très peu d'êtres dotés de magie ici, voire quasiment pas, et en fait, ça s'explique vraiment. Mais surtout, j'aurais aimé en savoir encore plus. J'aurais aimé découvrir encore plus cet univers, j'aurais aimé avoir plus d'éléments politiques, et peut-être qu'on aura toutes ces clés dans la suite, je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai adoré cette lecture, et je ne peux que vous la recommander également. Et d'ailleurs, pour être transparente avec vous, je l'ai lu en collaboration rémunérée avec les éditions Hugo Stardust. Ensuite, je continue avec les romans fantastiques. Cette fois-ci, on retrouve A Language of Dragons de S.F. Williamson aux éditions Big Bang, que j'ai lu dans le cadre d'une collaboration avec les éditions Big Bang. Il a un magnifique marque-page que j'ai remis dedans à peine après avoir lu le livre parce que je l'adore. Ici, on va suivre Vivienne dans une histoire qui se passe à Londres en 1923. C'est une histoire où le peuple vit dans un contexte social très particulier puisque chaque personne est assignée à une classe sociale et donc forcément lorsque l'on est dans une famille par exemple de la première classe, eh bien on est dans cette famille de première classe, on a ce statut là jusqu'au moment où on doit passer un examen pour évaluer si on doit être déclassé ou pas si on reste dans cette classe-là. Et en fait, en fonction des classes, première, deuxième et troisième classe, il y a des privilèges sociaux bien différents et ça en vient en fait que même les personnes de troisième classe n'ont pas accès à la culture, n'ont pratiquement pas accès à l'eau courante ou à l'électricité, tellement en fait ils sont dénigrés dans cette société. C'est hyper particulier et si tout ça est mis en place, c'est avant tout parce qu'ici il y a des dragons qui sillonnent les cieux et surtout des dragons qui ont amené en fait à différentes guerres et qui font en fait que les humains essayent de se protéger
tant bien que même des dragons. Mais de se protéger sans vraiment avoir peur d'eux, enfin c'est hyper particulier puisque beaucoup d'humains en fait vont chercher à les comprendre et surtout il y a une révolte en fait de personnes qui elles font vraiment confiance aux dragons et souhaitent plutôt aller en l'encontre de leur propre gouvernement, voilà, donc autant dire qu'on est sur un pays en fait qui est au bord de la guerre civile et ici on va suivre Vivienne qui apprend les différentes langues dragoniques, qui souhaite absolument devenir traductrice de langue dragonique par la suite, mais eh bien elle va se retrouver dans quelque chose de bien plus grand qu'elle, à devoir travailler au service du gouvernement qui est complètement corrompu, donc autant dire que voilà, ce ne sera pas évident, mais en plus de ça, dans une genre de compétition avec d'autres personnes qui risquent aussi leur vie pour s'en sortir malgré tout et pour protéger aussi leurs proches, et elle va tout faire parce qu'il faut absolument justement qu'elle sauve sa famille, mais c'est clairement pas évident, et en plus de ça, eh bien c'est une histoire qui a un écho politique très fort sur finalement les contrôles des pensées des peuples, sur l'impact que ça peut avoir, et puis c'est tellement beau en fait de voir ces différentes langues dragoniques, la manière dont elles sont exploitées, l'importance qu'elles ont ici et en même temps la dévotion de Vivienne pour sa famille. Bref, il y a plein de points que j'ai adoré dans cette histoire puisque forcément c'est une lecture que j'ai vraiment adorée, mais je pense que j'aimerais encore aller un petit peu plus loin sur certaines choses et j'ai trouvé pour le coup que la romance n'était pas très utile et pas forcément très approfondie. Elle aurait pu ne pas être présente dans ce roman. Parfois, j'ai quand même ce sentiment que on fait des romantaisies pour faire des romantaisies, mais que dans certains cas, c'est pas forcément nécessaire. Ici, ça en fait partie, mais si on enlève la romance, je veux dire, on perd rien de l'histoire. C'est une histoire qui est tellement riche sur plein d'autres aspects que c'est super intéressant de la découvrir malgré tout. Bref, j'ai adoré cette lecture, je suis très contente de l'avoir découverte et surtout, en plus il existe en livre audio, donc si jamais c'est un format qui vous intéresse, n'hésitez vraiment pas. Et moi j'attends avec impatience le tome 2 qui sortira dans un an environ. Je continue ensuite avec d'autres lectures fantastiques toujours. J'ai lu 2 romans de Annie Anderson, je vous en ai fait tout un vlog lecture en collaboration avec les éditions Bookmark juste ici. On a tout d'abord La Voix des Morts, donc Murmure de la Mort de Annie Anderson qui est un premier tome de saga, et ensuite on a aussi le premier tome de La Voix des Esprits, donc Veillée Nocturne, toujours de la même autrice. C'est 2 sagas à lire en simultané l'une et l'autre puisque l'on doit lire d'abord le premier tome de La Voix des Morts puis le premier tome de La Voix des Esprits. On alterne comme ça pendant 3 tomes de chacune des sagas et ensuite on finit avec La Voix des Morts qui a un petit peu plus de tomes. Bref, un ordre de lecture un petit peu particulier qui m'a amené à lire du coup 2 premiers tomes d'affilée. Dans La Voix des Morts, on va suivre Darby qui est une détective qui est accro au café mais surtout qui a cette capacité de voir les fantômes, et ça c'est clairement un plus quand on est détective et qu'on travaille sur des affaires criminelles. Clairement, je pense que ça doit lui être d'une grande aide, sauf que, eh bien, il faut quand même qu'elle reste un petit peu discrète puisque elle ne veut absolument rien avoir à faire avec le DDAA qui est le département des affaires arcaniques de la ville et qui lui gère vraiment toutes ces affaires surnaturelles et ces personnes qui sont dotées de pouvoir. Bref, elle ne veut rien avoir à faire avec eux et pour autant, eh bien, ça ne va pas être si évident que ça puisque ils vont mettre un petit peu leur nez dans l'enquête sur laquelle elle travaille. Rajouter à ça des fantômes qui sont absolument pas coopératifs et clairement ça va être bien compliqué pour elle, d'autant plus que en fait l'agent de la DDAA est quand même plutôt séduisant. C'est une histoire que j'ai adorée, j'ai passé un très beau moment de lecture avec, c'est quelque chose qui se lit tout seul. On est sur des romans très très courts, je crois, 260 pages, donc ça se lit extrêmement vite, mais surtout j'ai apprécié pouvoir suivre Darby ici. Alors elle est pas du personnage le plus attachant parce que par moments elle est un peu antipathique, mais j'ai bien aimé son don de pouvoir voir les fantômes et ça franchement c'était très chouette. Il y a beaucoup d'humour ici aussi et clairement les personnages secondaires justement apportent cette touche d'humour, apportent vraiment un plus dans l'histoire. Et clairement l'enquête était très intéressante, donc ça c'est un énorme plus. J'aurais aimé plus de romance parce que quand on me dit romance paranormale, j'attends à vraiment avoir beaucoup de romance dans l'histoire. C'est pas le cas dans le premier tome, mais ce sera peut-être le cas par la suite, puisque on s'en doute, au fur et à mesure, la relation amoureuse qui se développe à peine dans le premier tome va continuer à se développer à travers les tomes suivants, où on va suivre ensuite d'autres missions, d'autres enquêtes, et du coup je pense que ça peut être très intéressant de continuer cette saga. D'ailleurs la suite sort en juin je crois bien, si je me trompe pas. J'ai donc enchaîné avec le premier tome de La Voix des Esprits, donc Veillée Nocturne, où on va suivre Sloane, qui est hyper attachante puisqu'en fait Sloane a été transformée et s'est réveillée finalement de sa propre tombe en découvrant qu'elle a une soif mais immense, pas seulement du sang des gens,
mais carrément plus de leur âme. Et en fait, elle est devenue une dévoreuse d'âme et c'est clairement quelque chose d'hyper particulier. Voilà, autant dire qu'elle, elle se réveille comme ça d'un coup, dévoreuse d'âme, elle sait pas ce qui lui arrive dans la vie, mais en plus de ça, eh bien elle va se faire tendre un piège où elle va devoir finir par rejoindre une équipe de chasseurs de primes qui vont clairement devenir sa seconde famille. Et j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça super chouette parce qu'il y a en fait vraiment des choses beaucoup plus profondes autour de Sloane, autour de la question aussi du deuil, parce que si elle est morte, et ben c'est aussi parce qu'elle a perdu sa famille, elle a perdu ses parents, mais pas que, il y a une autre personne dans l'histoire qui va mourir et qui lui était très proche. Et en fait, certes, il y a toute cette question de la perte de ses proches, mais aussi de cette nouvelle vie qui n'est pas vraiment celle qu'elle avait souhaitée, mais dont elle ne peut pas se défaire finalement. Et c'est super intéressant d'avoir tout ça. C'est un personnage qui est finalement plutôt approfondi. Pourtant, on est encore une fois sur un livre de 260 pages, donc c'est pas non plus très long pour approfondir beaucoup de choses, mais j'ai trouvé que le personnage de Sloane était très attachant, la question du deuil était très bien traitée, et surtout, j'ai apprécié en fait finalement cet esprit de found family aussi qui se forme, et c'est vraiment une trope que j'aime énormément retrouver dans mes lectures. Je trouve que c'est très attachant, que ça donne envie presque d'en faire partie, alors que clairement, hors de question de devenir chasseur de primes, voilà. Mais vraiment, j'ai passé un super moment avec cette lecture et je ne peux que vous la recommander si ça vous intéresse. Et j'ai continué avec une autre lecture des éditions Bookmark, également lue en collaboration rémunérée. Cette fois-ci, il s'agit de Sur les traces du cerf d'argent de Hayley Edwards, qui est le premier tome de Bureau des enquêtes surnaturelles, un livre dans lequel on va suivre Rue Hollis, qui s'est racheté une seconde vie, puisqu'en fait, Rue a travaillé pour le Black Hat, qui est finalement le Bureau des enquêtes surnaturelles, pendant un long moment, pendant une longue partie de sa vie, et elle utilisait sa magie noire pour arriver à ses fins lorsque certaines personnes, sortaient un peu du cadre. Et dans cet univers, les sorciers qui utilisent la magie noire vont pouvoir manger le cœur de leurs victimes pour pouvoir récupérer en fait leur pouvoir et augmenter leur capacité de pouvoir. Enfin, c'est hyper particulier. Mais surtout, Rue a enquêté au sein du Black Hat à peu près une dizaine d'années auparavant sur une série de meurtres en fait qui étaient dus à ce qu'on appelle le cerf d'argent. Mais en fait, le cerf d'argent, c'est tout simplement un sorcier noir qui transformait ses victimes en cerfs pour pouvoir ensuite dévorer leurs âmes et faire en sorte de récupérer toute leur magie, mais surtout faire en sorte de décupler ses propres pouvoirs. Mais Rue a réussi à faire en sorte d'arrêter le cerf d'argent, et après ça, elle a dit stop, j'ai plus rien à faire avec le Black Hat, je deviens une sorcière blanche, je n'utilise plus jamais la magie noire. Elle a comme cette chance d'être née mi-sorcière blanche, mi-sorcière noire, parce que clairement, c'est pas quelque chose qu'on peut choisir comme ça non plus. Voilà, mais elle a cette capacité de choisir, de ne garder qu'une seule nature d'elle-même, de choisir en fait de s'orienter vers des choix plus justes, et c'est ce qu'elle va faire. C'est ce qu'elle va faire, et en fait pendant 10 ans elle va vivre tranquillement en tant qu'apothicaire, elle va faire ses petits trucs dans son coin, bref, tout fonctionne hyper bien. Sauf que le Black Hat revient à elle. Et ça, c'est pas bon signe. C'est vraiment pas bon signe quand un agent du Black Hat arrive en lui demandant son aide parce qu'il y a des meurtres de la même nature que ceux du cerf d'argent qui refont surface et qui sont quasi sûrs et certains d'avoir affaire à un imposteur, mais en même temps, on sait jamais, et il leur faut l'aide de la seule personne qui a réussi à le vaincre par le passé. Clairement un livre que j'ai adoré, c'était hyper prenant de découvrir Rue dans cette histoire, de découvrir tout ce qui allait se passer, d'en apprendre plus sur l'enquête, de voir comment les choses allaient se développer au fur et à mesure. Encore une fois, on est sur une romance paranormale où j'ai trouvé que la romance n'était pas très présente, mais c'est aussi un premier tome. Mais si on a vraiment une dualité entre le bien et le mal, on a aussi cette question interne en fait de quelles sont ses propres convictions et comment faire en sorte de rester droit dans ses bottes en fonction de ce que l'on souhaite réellement, même quand parfois tous les éléments sont contre nous et pourraient nous amener dans une autre direction. Il y a aussi ce dévouement en fait que Rue a à cette jeune fille qu'elle protège à tout prix. Bref, c'est super intéressant et c'est hyper captivant. Il y a énormément de créatures dans cet univers aussi, je les ai sûrement pas toutes cernées au cours de cette histoire, mais je pense qu'on en aura bien d'autres aussi dans les tomes suivants. Bref, j'ai passé un super moment de lecture avec ce roman et je vous le conseille vivement. Et je termine avec un livre que j'attendais le plus pour ce mois de mars, une dystopie. Il s'agit de Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse, le dernier Hunger Games à ce jour. Et clairement, mais je suis tellement contente d'une part d'avoir pu replonger dans cet univers que j'aime tant, parce qu'Hunger Games et moi, c'est clairement une relation d'amour depuis bien longtemps. Enfin, je les ai dévorés il y a...
Oh là là, on devait être en 2012, mais oui, parce que c'était l'année de mon bac en 2012, waouh, ça me rajeunit pas tout ça. Mais clairement, je suis trop contente d'avoir pu découvrir Lever de soleil sur la moisson, parce que j'avais pas plus aimé que ça la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. J'avais trouvé que c'était un peu dérangeant finalement d'avoir ce côté très empathique pour Snow. Et en plus de ça, j'ai trouvé que le livre était très très lent. Alors pour le coup, mon avis sur la balade du serpent et de l'oiseau chanteur a un petit peu changé quand j'ai vu le film, parce que ce côté très lent en fait que j'avais ressenti dans ma lecture, je l'ai pas retrouvé dans le film. En fait, j'ai trouvé que le film était super bien fait parce que pour moi, ils ont repris vraiment les éléments essentiels et ont redonné du rythme en fait à l'histoire, tout en permettant de mieux comprendre Snow, de mieux comprendre l'univers des Hunger Games et tout ce qu'il y a derrière, et surtout derrière les différentes expiations en fait, qui sont les jeux d'anniversaire des Hunger Games. Et donc je suis vraiment ravie d'avoir pu découvrir plus de choses sur Haymitch dans Lever de soleil sur la moisson, parce que Haymitch c'est le seul gagnant des Hunger Games encore en vie dans le district 12, et à l'époque du coup des Hunger Games de Katniss et Peeta, eh bien c'est leur seul mentor. Un mentor qui, on a l'impression, n'est pas bienveillant envers eux et se noie juste dans l'alcool, il se morfond sur lui-même et ne va pas essayer de les aider. Quand bien même, on le sait tous, si on a lu les Hunger Games, il met en place des choses qui sont essentielles à leur survie et qui va vraiment aider Katniss et Peeta dans ces jeux. Le truc, c'est que Haymitch, c'est pas un personnage avec lequel j'ai eu beaucoup d'attaches. J'ai eu beaucoup de mal à saisir ce personnage. À l'époque, j'étais jeune aussi quand je l'ai lu, et avoir un personnage comme ça qui est alcoolique et tout, c'est quelque chose qui, moi, m'a énormément refroidi. Et en fait, avec le recul, j'avais envie de mieux comprendre qui il était au départ et comment les jeux l'ont transformé. Parce que ça, c'est une des choses que l'on a dans la balade du serpent et de l'oiseau chanteur avec Snow. C'est un personnage qui, au départ, est plutôt innocent et qui va être complètement transformé par les jeux, qui va faire des choix, mais les plus ignobles possibles, et qui va devenir le dictateur que l'on connaît dans les Hunger Games. Et en fait, j'avais envie de voir la même chose avec Haymitch, plus ou moins, parce que forcément c'est différent, c'est deux personnages différents qui n'ont pas du tout le même vécu, mais de voir d'où il était parti et comment les jeux l'avaient transformé, parce que finalement, on a quelque chose d'hyper positif pour Katniss et Peeta. C'est très très positif pour eux, et du coup je voulais voir quel était l'impact négatif qu'il pouvait y avoir sur Haymitch. Et j'ai pas été déçue. C'est un livre qui est très touchant, très poignant. On va suivre Haymitch lors de la deuxième expiation. Les expiations, c'est des sessions particulières des jeux, et lors de ces éditions-là, en fait, il se passe des choses qui sont tirées au sort, qui vont rendre le jeu bien différent. Haymitch va se retrouver dans une arène avec non pas 24 tribus, mais 48 tribus, puisque le nombre de tribus est doublé, donc il a quand même 47 concurrents finalement pour survivre, mais en même temps il y a toute une question d'alliances qui vont se former et qui vont se mettre en place comme souvent dans les Hunger Games, mais particulièrement ici, et surtout il y a plein d'autres choses autour de tout ça. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que à travers ce récit, l'autrice critique énormément finalement tout ce qui peut nous être retransmis par la télé ou sur les réseaux, à quel point les choses peuvent être transformées, et qu'entre la réalité et ce que l'on voit, il y a une énorme différence. Et franchement, j'ai trouvé que c'était hyper bien amené, que c'était super bien traité, que c'était très prenant, très touchant aussi. Je comprends beaucoup mieux le personnage de Haymitch et tout ce qu'il a pu vivre du coup dans les Hunger Games, dans ces jeux de Hunger Games, mais j'aurais aimé avoir un peu plus. Il y a toujours ce petit sentiment de pas assez. Je vais peut-être vous spoiler un petit peu, donc si vous voulez vraiment rien en savoir du tout, écoutez, je suis à la fin de la vidéo, partez maintenant. Mais si vous voulez savoir un petit peu plus, cette petite chose qui moi m'a dérangée ici, vous pouvez continuer. En gros, ici on va suivre vraiment les jeux de Haymitch, avec un épilogue qui permet de voir ensuite, plus tard, plusieurs années après, ce qu'il en devient, comment il vit, quelle est cette forme de rédemption qu'il a enfin pu trouver, grâce à la victoire de Katniss et Peeta. Mais ce que j'aurais voulu voir, c'est pas seulement sa réussite aux Hunger Games, l'horreur que ça a été de participer à ces jeux, tout ce qu'il a pu vivre en arrivant chez lui. J'aurais aimé voir encore plus de ça. J'aurais aimé voir Haymitch, dans son rôle de mentor, avoir au fur et à mesure des années, coûte que coûte et malgré lui, cette tribu mourir. Oui, c'est horrible, mais en fait, j'aurais tellement aimé que l'autrice creuse encore plus ce truc que ça doit être en tant que mentor, d'aider comme tu peux des gens qui n'ont pas le choix de participer à ces jeux, mais ignobles, et de malgré tous tes efforts, les voir perdre et mourir. Et clairement, c'était ce que j'attendais. C'était ce que j'attendais et je l'ai pas eu, mais j'ai eu quand même beaucoup d'autres points sur les choses que j'attendais dans ce livre. Et globalement, ça reste quand même une très bonne lecture.
on peut le dire, même si... ça a été dur à lire. Il y a des choses clairement qui sont pas faciles à lire et je remercie grandement les éditions Pocket Jeunesse pour l'envoi de ce livre en format papier, mais aussi les éditions Lizzie parce que j'ai reçu le livre audio de la part des éditions Lizzie qui, ma foi, est d'une très grande qualité comme toujours. Voilà donc pour mon bilan lecture du mois de mars, pas mal de livres, beaucoup de très bonnes lectures, vraiment c'était incroyable en termes de lecture ce mois de mars et clairement je suis très contente d'avoir fait toutes ces découvertes. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres qui vous tentent le plus dans cette sélection, n'hésitez pas à me dire aussi quelles sont vos meilleures lectures du mois de mars, ça me donnera peut-être des idées pour les prochains mois. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite bien évidemment de très belles lectures et je vous fais de très gros bisous, à très bientôt, ciao.